Le monde vient de se terminer. Choisissez votre poison. Tremblement de terre, effondrement du réseau électrique, pandémie, échange nucléaire, supervolcan. Peu importe la saveur d'apocalypse que vous avez commandée au menu des horreurs de l'univers. Vous avez survécu à la première vague. Félicitations. Vous êtes en vie. Votre cœur pompe encore du sang dans vos veines. Maintenant, voici la mauvaise nouvelle. Ce qui va vous tuer, ce n'est pas la radiation. Ce n'est pas l'eau contaminée. Ce n'est pas le manque de nourriture ou l'effondrement des chaînes d'approvisionnement. Ce qui va vous mettre dans le sol à 2 mètres de profondeur sans pierre tombale se tient juste à côté de vous. Ça a 2 jambes, 2 bras, et un cerveau que l'évolution a passé des millions d'années à optimiser pour un monde qui n'existe plus. 50 ans de recherche universitaire sur les catastrophes, des centaines de désastres analysés. Tremblements de terre, ouragans, pandémies, attaques terroristes, effondrement nucléaire. Et voici ce que les scientifiques ont découvert, la catastrophe elle-même, c'est la partie facile. Elle obéit aux lois de la physique. Elle a des règles. Ce sont les autres survivants qui transforment une mauvaise situation en condamnation à mort. Et je ne parle pas de bandes errantes de cannibales portant du cuir comme s'ils sortaient d'un plateau de Mad Max. C'est de la poubelle hollywoodienne, du divertissement pour les gens qui n'ont jamais vu une vraie urgence. Les véritables menaces sont plus silencieuses, plus subtiles. Elles portent des visages familiers. Votre voisin qui a toujours semblé raisonnable. Votre collègue avec qui vous déjeunez depuis des années. Les membres de votre famille qui vous aiment. Ça pourrait être vous. Cet archétype humain qui transforme les catastrophes en cimetières. Apprenez à les repérer, apprenez à leur survivre, et peut-être apprenez à ne pas en devenir un. Parce que dans ce nouveau monde, votre plus grand ennemi n'est pas là dehors. Il est dans votre tête. Et il attend le bon moment pour vous tuer. Voici une expérience de pensée. Sirène d'urgence hurlante. Les informations montrent la catastrophe se dirigeant droit vers votre quartier à Lyon. 30 minutes pour évacuer. Que faites-vous? Si vous avez dit « Je prends mon sac d'urgence et je pars », félicitations. Vous faites partie de la minorité statistique. Parce que la recherche montre qu'environ 80% des personnes confrontées à une véritable urgence mettant leur vie en danger ne font absolument rien. Pas parce qu'elles sont stupides, pas parce qu'elles veulent mourir, mais parce que leur cerveau ne peut physiquement pas accepter que la catastrophe soit réelle. Les scientifiques appellent cela le biais de normalité. Les premiers intervenants l'appellent panique négative. Et voici ce qui devrait vous mettre mal à l'aise, la panique négative tue plus de gens que la vraie panique n'en a jamais tué. Tous ces films catastrophes montrant des foules se piétinant dans la terreur? De la fantaisie. Le vrai danger, c'est la foule qui ne bougera pas du tout. Votre cerveau est une machine de reconnaissance de motifs. Il a passé toute votre vie, chaque jour depuis votre naissance, à apprendre à quoi ressemble la normalité. Le soleil se lève. La cafetière fonctionne. Les feux de circulation changent. Votre patron est ennuyeux. Le Monoprix a de la nourriture. Votre cerveau construit un modèle de réalité avec une hypothèse centrale, les choses continuent comme elles sont. Lancez une catastrophe dans le mélange. L'information afflue, la diffusion d'urgence, les sirènes, le sol qui tremble. Votre cerveau reçoit les données. Mais voici le problème, ça ne correspond pas au modèle. Ça contredit tout ce que votre cerveau pense savoir. Alors que fait votre magnifique superordinateur évolutionnaire? Il rejette les données, les jette, vous dit que cela ne peut pas se produire parce que des choses comme ça n'arrivent pas. Ça vous fait rester là comme un mannequin dans une vitrine de grand magasin pendant que le monde brûle. Le Titanic est l'exemple parfait. Le navire a heurté l'iceberg à 23h40. Il a coulé à 2h20. 2h40. Assez de temps pour mettre tout le monde dans les canaux de sauvetage s'ils avaient agi avec détermination. Mais les survivants ont rapporté que des passagers étaient assis calmement dans le salon, jouant aux cartes, refusant de croire que le navire insubmersible pouvait couler. Certains sont retournés dans leur cabine pour faire leurs valises. Sur un navire qui coulait. Plus de 1500 personnes sont mortes parce que leur cerveau ne pouvait pas mettre à jour le modèle assez rapidement. Vous pensez que c'était juste la stupidité de 1912? Les gens à l'époque n'avaient pas notre éducation, notre technologie. Ouragan Katrina, 2005. Ordre d'évacuation obligatoire émis. Clair et sans ambiguïté, partez maintenant. Des milliers ont refusé.
Non pas parce qu'ils ne pouvaient pas physiquement partir, mais parce qu'ils avaient déjà vu des ouragans. Ils avaient déjà traversé des tempêtes. Celle-ci serait la même. Elle ne l'était pas. Les digues ont rompu. La ville a été inondée. Des milliers ont appris à leurs dépens que les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Le 11 septembre 2001. Des chercheurs ont interviewé les survivants du World Trade Center. Savez-vous ce qu'ils ont trouvé? 70% ont parlé avec d'autres personnes avant de décider d'évacuer. Ils n'ont pas pris leurs affaires et couru. Ils ont traîné. Demandez aux collègues ce qui se passait. Vérifiez si l'urgence était réelle. Délai moyen, plus de 6 minutes. 6 minutes dans un gratte-ciel en feu avec des incendies de carburant pour avions faisant rage au-dessus de leur tête. 6 minutes à rester là à demander, est-ce sérieux, pendant que le temps s'écoulait. Comment repérer la statue? Il pose des questions qui ne correspondent pas à la gravité de la situation. Pensez-vous que c'est sérieux? Devrions-nous attendre de voir ce qui se passe? Je suis sûr que ça va passer. Ils suivent des routines normales quand la normalité n'existe plus. Vérifier les emails professionnels pendant un tremblement de terre. Finir leur déjeuner pendant qu'une alerte tsunami hurle. Discuter de qui va fermer le bureau à clé pendant que la fumée remplit le couloir. Et voici la partie vraiment dangereuse, la statue ne met pas seulement en danger elle-même, elle ancre tout le monde autour d'elle. Quand vous avez peur et êtes incertain, vous regardez les autres pour des indices sur comment vous comporter. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Si les gens autour de vous sont calmes, votre cerveau interprète cela comme une preuve qu'il n'y a pas de réel danger. Le déni de la statue devient contagieux. Leur réponse de gel se propage à tous ceux à proximité. Comment survivre à la statue? Premièrement, reconnaissez que vous pourriez en être une. Pré-planifiez vos réponses d'urgence. Connaissez les itinéraires d'évacuation avant d'en avoir besoin. Simulez les scénarios dans votre tête. Parce que quand la catastrophe frappe, vous ne vous élèverez pas à l'occasion. Vous tomberez à votre niveau de préparation. La statue est dangereuse parce qu'elle a l'air complètement normale jusqu'à ce qu'elle soit morte. Pas de cris, pas de course en cercle, juste debout là, attendant que le monde ait du sens à nouveau. Il n'en aura pas bougé. De toute façon, en parlant de cerveaux qui mentent à leurs propriétaires, attendez de rencontrer le prochain fléau. Parce que si la statue pense que la catastrophe n'est pas réelle, ce type suivant est absolument certain qu'il a tout compris. Il se trompe. Vous connaissez ce type. Vous avez définitivement rencontré ce type. Peut-être avez-vous été piégé à un barbecue avec ce type pendant qu'il vous coinçait pendant 45 minutes pour expliquer sa stratégie de survie complète. Il a regardé tous les épisodes de toutes les émissions de Prépare. Il a un sac d'évacuation avec 73 articles soigneusement sélectionnés qu'il n'a jamais réellement utilisés lors d'une vraie urgence. Il a lu les livres, regardé des centaines d'heures de vidéos YouTube, a des opinions sur la filtration de l'eau qui ferait honte à un ingénieur. Et il est absolument, catastrophiquement certain que quand l'effondrement viendra, il s'en sortira très bien. Il est aussi, statistiquement parlant, le plus susceptible de se faire tuer lui-même et tous ceux qui le suivent. Bienvenue dans l'effet Dunning-Kruger, édition catastrophe. En 1999, les psychologues David Dunning et Justin Kruger ont publié une recherche à Cornell qui a changé notre façon de comprendre la stupidité humaine. Leur découverte était élégante et terrifiante, moins quelqu'un est compétent dans une tâche, plus il surestime ses capacités. Plus quelqu'un est compétent, plus il sous-estime lui-même. Les idiots pensent être des génies. Les génies pensent être moyens. L'univers a un sens de l'humour sombre. La première règle du club Dunning-Kruger, c'est que vous ne savez pas que vous êtes membre du club Dunning-Kruger. Le département de la sécurité intérieure a publié une étude examinant les survivants de catastrophes naturelles et d'attaques terroristes. Les résultats devraient glacer votre sang, 73% des survivants de catastrophes naturelles ont montré des indicateurs clairs de Dunning-Kruger. Confiants, certains, dans l'erreur. Une étude de cas qui est devenue virale dans la communauté des prépares français. Une famille de 3 personnes, 2 adultes et un adolescent de 14 ans a décidé de vivre complètement hors réseau dans les Alpes françaises. Ils avaient des livres de survie, plusieurs livres de survie. Ils avaient regardé des dizaines de tutoriels YouTube, construit un abri en utilisant des techniques qu'ils avaient étudiées en ligne. Ils avaient des bâches. Ils étaient, selon leur propre estimation, complètement préparés. Retrouvés morts le printemps suivant.
Les rapports d'autopsie ont indiqué malnutrition et famine. Aucune nourriture à leur campement. Toutes les connaissances théoriques du monde et aucune expérience pratique pour les appliquer. L'écart entre j'ai lu à ce sujet et j'ai réellement fait ça se mesure en tombe. La vérité inconfortable sur la préparation aux catastrophes que l'expert ne saisit jamais, plus vous savez réellement, plus vous réalisez à quel point vous savez peu. La vraie compétence vient avec l'humilité. Parce que la vraie compétence signifie comprendre les 1000 façons dont les choses peuvent mal tourner. La confiance de l'expert n'est pas un signe de préparation. C'est l'ignorance emballée dans un paquet brillant. Comment survivre à l'expert? Premièrement, soyez profondément méfiant de la certitude. Quiconque vous dit qu'il a toutes les réponses dans une situation dynamique et chaotiquement ou se trompe. Les deux sont dangereux. Faites confiance à la personne qui dit « Je ne sais pas, mais voici ce que nous pouvons essayer ». Deuxièmement, testez les affirmations contre la réalité. L'expert parle bien, mais peut-il réellement faire les choses qu'il prétend? Demandez des démonstrations. Demandez une expérience spécifique. Demandez des preuves. L'air chaud s'évapore rapidement quand vous demandez des reçus. Troisièmement, et c'est le plus difficile, examinez votre propre confiance. Êtes-vous certain parce que vous savez réellement ou parce que vous voulez vous sentir en sécurité? La ligne entre préparation et fantasme traverse directement votre ego. La peur est un virus. Certaines personnes sont des super propagateurs. Vous avez ressenti cela même si vous ne pouviez pas le nommer. Entrez dans une pièce, la tension vous frappe comme une vague de chaleur. Quelqu'un panique et soudainement votre rythme cardiaque augmente. Les paumes deviennent moites. La respiration devient superficielle. Vous n'avez pas vu la menace, n'avez pas évalué le danger avec votre esprit rationnel, vous avez juste attrapé la peur comme de la fumée secondaire. Les scientifiques appellent cela la contagion émotionnelle. Dans les scénarios de catastrophe, c'est l'allumette qui transforme des situations gérables en brasiers incontrôlables. Voici comment ça fonctionne neurologiquement, quand vous observez quelqu'un ressentir de la peur, vos neurones miroirs s'activent. Des cellules cérébrales spécialisées qui s'activent à la fois quand vous effectuez une action et quand vous voyez quelqu'un d'autre l'effectuer. Ils sont le fondement de l'empathie humaine. Aussi, la raison pour laquelle la panique se propage plus vite que l'information. Votre amygdale, le centre de détection des menaces du cerveau, traite les signaux émotionnels avant que votre esprit conscient ne les enregistre même. Vous voyez le visage terrifié de quelqu'un. L'amygdale sonne l'alarme avant que votre cortex préfrontal puisse demander « Attendez, de quoi ont-ils réellement peur ?» La peur n'a pas besoin d'être rationnelle pour être contagieuse. Elle a juste besoin d'être visible. Et voici où ça empire. Une étude de 2018 par les chercheurs Nakahashi et Otsuki a trouvé quelque chose de contre-intuitif. Dans les petits groupes, la contagion de la peur est plus intense, pas moins. Vous pourriez penser qu'un groupe de survie soudé serait plus stable émotionnellement. Faux. Plus les liens sociaux sont étroits, plus les émotions se propagent rapidement. Vos meilleurs amis, votre famille, ils sont votre plus grand risque d'infection quand il s'agit d'attraper la panique. Pendant la Covid-19, des chercheurs étudiant les médias sociaux ont trouvé ce qu'ils ont appelé un effet de convergence émotionnelle. La peur individuelle est devenue peur de groupe, est devenue hystérie de masse, médiatisée par le défilement sans fin de publications anxieuses et de prédictions apocalyptiques. Chaque titre effrayant partagé, chaque fil paniqué amplifié. La sirène n'a pas besoin des médias sociaux. Dans les scénarios de catastrophe en face à face, elle est encore plus efficace. La voix porte l'émotion. Les expressions faciales diffusent la terreur. Le langage corporel crie la menace même quand la bouche est silencieuse. Une sirène dans un abri plein de survivants peut effondrer le moral du groupe plus rapidement que n'importe quelle mauvaise nouvelle. La maladie psychogène de masse, ce qu'on appelait autrefois l'hystérie de masse, est documentée. Des groupes de personnes développant de vrais symptômes physiques sans cause physique identifiable. Écoles, usines, communautés connaissant des vagues de nausées, d'évanouissements, de difficultés respiratoires, non pas à cause d'une toxine ou d'un pathogène, mais parce que la peur et l'anxiété sont devenues physiquement contagieuses. Le corps manifeste ce que l'esprit croit. Comment repérer la sirène? Elle n'est pas difficile à trouver. La personne la plus bruyante dans la pièce. La peur, performative, externalisée, exigeant l'attention. Des questions conçues pour amplifier l'inquiétude plutôt que de chercher l'information. Et si ça empire? Et si on n'y arrive pas? Et si aucune aide n'arrive?
Chaque question est une étincelle jetée dans l'herbe sèche. Comment survivre à la sirène? Premièrement, distance physique. La contagion émotionnelle s'affaiblit avec la séparation. Si vous ne pouvez pas retirer la sirène du groupe, retirez-vous à une distance sûre. Vos neurones miroirs ont besoin de contact visuel et de proximité pour fonctionner à pleine puissance. Deuxièmement, désignez le calme. La contagion émotionnelle fonctionne dans les deux sens. Une présence calme se propage aussi facilement qu'une présence paniquée. Identifiez les personnes les plus émotionnellement stables dans votre groupe et amplifiez leur influence. Laissez-les parler en premier. Laissez-les donner le ton. Troisièmement, interrompez le cycle de contagion. Quand la sirène commence son aria, redirigez avec des tâches concrètes. Je t'entends. Nous avons tous peur en ce moment. J'ai besoin que tu m'aides à compter les bouteilles d'eau. La peur se nourrit d'ambiguïté. L'action la femme. La sirène est dangereuse parce qu'elle n'est généralement pas malveillante. Juste terrifiée. Et elle traite cette terreur à voix haute, inconsciente que son traitement infecte tout le monde. Elle n'essaie pas de blesser le groupe, elle se noie juste et attrape quiconque est à portée. Mais au moins la sirène a peur pour une raison. Le prochain fléau a peur d'un futur qui n'existe pas encore, et il brûlera toutes les ressources pour s'y préparer. Vous vous souvenez du papier toilette? Mars 2020, un virus respiratoire se propage mondialement. Confinements annoncés et soudainement, inexplicablement, la marchandise la plus précieuse sur Terre est le papier hygiénique. Des gens se battant littéralement dans les allées de Carrefour pour du papier toilette. Des étagères vidées en quelques heures. Les médias sociaux inondés de photos de chariots empilés haut. Du papier toilette. Pour une maladie respiratoire. Pas des masques, pas des médicaments, pas de la nourriture. Du papier toilette. Pour comprendre la locuste, vous devez comprendre ce qui s'est réellement passé. Ce n'était pas à propos du papier toilette. C'était à propos de la réponse du cerveau à l'incertitude, amplifiée par la preuve sociale, accélérée par des algorithmes optimisés pour l'engagement. La recherche comparant les achats de panique à l'accumulation a trouvé différents moteurs psychologiques. Les achats de panique sont le plus fortement corrélés avec la rareté perçue, peur que quelque chose manque. L'accumulation est corrélée avec l'intolérance à l'incertitude, incapacité de gérer le fait de ne pas savoir ce dont vous aurez besoin. Les acheteurs paniqués attrapent tout parce qu'ils pensent que les approvisionnements disparaissent. Les accumulateurs attrapent tout parce qu'ils ne peuvent pas gérer l'anxiété de possiblement avoir besoin de quelque chose qu'ils n'ont pas. Voici le mécanisme qui a conduit l'apocalypse du papier toilette, la contagion sociale de l'accumulation. Il suffit de quelques personnes achetant en extra pour créer des étagères vides. Les étagères vides sont photographiées et postées en ligne. Les images se propagent viralement. Tout le monde voit la preuve de la rareté, donc tout le monde se précipite pour acheter en extra. Plus d'étagères vides, plus de photos, plus d'achats. Une boucle de rétroaction qui n'a rien à voir avec l'approvisionnement réel et tout à voir avec la compétition perçue. L'économiste comportemental Hailey Fishback l'a parfaitement expliqué, je peux même anticiper que vous anticipez que quelqu'un anticipe qu'il y aura une pénurie et j'achèterai quand même quelques rouleaux supplémentaires. La peur n'est pas de manquer. C'est que tout le monde manque avant que vous obteniez le vôtre. La théorie des jeux en action. Si je crois que vous allez accumuler, ma réponse rationnelle est d'accumuler en premier. Si vous croyez que je vais accumuler, votre réponse rationnelle est de me battre. Nous perdons tous, mais nous perdons tous ensemble. Et personne ne peut se permettre d'être l'idiot qui a joué franc jeu pendant que tout le monde attrapait. Les données historiques confirment cela. Pendant la crise alimentaire mondiale de 2007 à 2008, l'accumulation par les agriculteurs et les commerçants, et non les échecs réels des cultures, a causé une grande partie de la volatilité des prix et des pénuries régionales. Au Malawi, des événements d'accumulation séquentielle ont conduit à une stupéfiante augmentation de 395% du prix du maïs en une décennie. La nourriture existait. Elle était dans les entrepôts. Simplement pas disponible parce que tout le monde était assis sur son stock personnel. La locuste dans une catastrophe n'est pas le maraudeur en cuir des films. C'est la personne qui arrive en premier à la distribution d'approvisionnement et prend plus qu'elle n'a besoin, juste au cas où. La famille qui a pris 5 caisses d'eau pendant que les voisins n'en ont eu aucune. Le commerçant qui augmente les prix parce que la demande est infinie et la honte est un luxe. Comment repérer la locuste? Surveiller l'acquisition disproportionnée. En crise, il y a une différence entre préparation raisonnable et accumulation territoriale.
La locuste prend plus qu'elle ne pourrait possiblement utiliser. Son stock grandit pendant que d'autres manquent. Elle devient défensive quand on l'interroge sur les approvisionnements. Comment survivre à la locuste? Premièrement, coordination communautaire. La théorie des jeux de l'accumulation ne fonctionne que quand tout le monde joue en solo. La gestion coopérative des ressources mises en commun des approvisionnements, distribution équitable, suivi des besoins de la communauté brise la dynamique compétitive. Deuxièmement, communication honnête précoce sur la rareté. La recherche montre que les restrictions d'achat aux limites par client réduisent réellement les achats de panique, même si elles augmentent techniquement la rareté perçue. La restriction signale que tout le monde est traité équitablement, ce qui court-circuite la peur d'être laissé les mains vides. Troisièmement, pression sociale dans la bonne direction. La locuste prospère dans l'anonymat. Dans une petite communauté où tout le monde sait ce que tout le monde a, l'accumulation devient socialement coûteuse. La honte, correctement déployée, est un outil de gestion des ressources. Nouvelle-Orléans, 2005. Katrina a dévasté la ville. Les digues ont rompu. Des dizaines de milliers bloqués sans nourriture, eau, abri dans des conditions apocalyptiques. La réponse gouvernementale catastrophiquement lente. Qu'est-ce qui a dominé la couverture médiatique? Pillage, violence, chaos. Des titres hurlant sur la criminalité rampante. Des corps empilés au Superdome. Des tireurs d'élite tirant sur des hélicoptères. Des gangs parcourant les rues. Surtout des déchets. Fabriqués, exagérés, faux. Quand les chercheurs ont réellement analysé ce qui s'est passé, compte des morts au Superdome, les médias ont rapporté des centaines. Réalité, 6 au total. 4 causes naturelles, une overdose, un suicide. Le massacre rapporté ne s'est jamais produit. Le cow-boy, quand l'héroïsme devient danger. Le cow-boy est la personne non formée qui court dans un bâtiment effondré parce qu'elle doit faire quelque chose. Le nageur fort qui se noie en essayant de sauver quelqu'un dans un courant d'arrachement. Le voisin bien intentionné qui déplace une victime d'accident de voiture avec une blessure potentielle à la colonne vertébrale, transformant une blessure survivable en paralysie permanente. Les premiers intervenants ont un terme pour les civils non formés se précipitant dans les zones de danger, victimes secondaires. Le cow-boy ne réussit pas seulement à aider. Il devient une autre personne ayant besoin de secours. Consomme des ressources destinées aux victimes originales. Dans les pires cas, fait tuer d'autres personnes en essayant de le sauver. Jouons à un jeu. Soyez honnête. Avez-vous reconnu quelqu'un dans les 6 descriptions précédentes? Ce collègue ennuyeux dans l'expert? Ce parent paniqué dans la sirène? Ce type paranoïaque des forums de prépare dans le juge? Maintenant, la vraie question, vous êtes-vous reconnu? Voici la dernière vérité, l'aide sur le comportement humain et les catastrophes. Ces 6 fléaux ne sont pas des types de caractère. Ce ne sont pas des troubles de la personnalité. Ce ne sont pas les problèmes des autres. Ce sont des vulnérabilités cognitives qui existent dans chaque cerveau humain, y compris le vôtre, y compris le mien. Le biais de normalité affecte 80% des personnes dans les urgences. Ce n'est pas une minorité de penseurs défectueux. C'est la réponse humaine par défaut. Vous êtes statistiquement susceptible de geler quand c'est le plus important. Dunning-Kruger ne discrimine pas basé sur l'intelligence ou l'éducation. La recherche montre qu'il affecte les médecins, les pilotes, les survivants de catastrophes, les gestionnaires d'urgence. Il affecte les experts analysant d'autres experts. La contagion émotionnelle et neurologique. Vos neurones miroirs s'activent que vous le vouliez ou non. Vous ne pouvez pas vous désinscrire de l'empathie, ce qui signifie que vous ne pouvez pas vous désinscrire d'attraper la peur. La seule question est de savoir si vous la propagez davantage ou interrompez le cycle. L'erreur d'attribution fondamentale est si universelle qu'elle forme, citation directe, le fondement conceptuel de la psychologie sociale. Ce n'est pas un biais que vous avez, c'est un biais que vous êtes. Alors quand vous lisiez ces descriptions en vous sentant supérieur à tous ces gens défectueux, quel biais cognitif démontriez-vous? C'est vrai. Vous étiez le juge et l'expert, confiant dans votre propre immunité aux faiblesses que vous pouviez clairement voir chez les autres. C'est le miroir. Regardez dedans honnêtement est la compétence de survie la plus importante que vous développerez jamais. La recherche montre que les personnes qui survivent le mieux aux catastrophes ne sont pas celles avec le plus d'équipement. Pas celles avec le plus de confiance. Pas même celles avec le plus de formation, bien que la formation aide. Ce sont celles qui maintiennent une conscience de soi précise sous stress.
Qui se surprennent à geler et le surmontent. Qui sentent la panique monter et choisissent de ne pas la propager. Qui reconnaissent quand la confiance dépasse la compétence. Qui voient les autres comme des alliés potentiels plutôt que des menaces automatiques. C'est la métacognition. Pensez à votre propre pensée. Et c'est entraînable. La recherche sur l'inoculation au stress menée sur les militaires, les premiers intervenants, les forces de l'ordre montre que l'exposition contrôlée à des facteurs de stress gérables construit la résilience à de plus grands. Vous pouvez pratiquer la prise de décision sous pression. Répétez les réponses d'urgence jusqu'à ce qu'elles soient automatiques. Apprendre à votre cerveau de nouveaux paramètres par défaut. Une revue systématique de la RAND Corporation de 115 études a trouvé que la formation à la résilience, les interventions de pleine conscience et les approches cognitivo-comportementales montrent toutes des effets positifs sur la performance sous stress. Les intervenants qui ont suivi une formation ont montré des améliorations mesurables dans l'affect négatif, la dépression et les niveaux de stress. Les 7 fléaux ne sont pas inévitables. Pas intégrés dans la nature humaine comme des lois immuables de la physique. Ce sont des bugs dans le logiciel cognitif. Des bugs qui peuvent être identifiés, compris et corrigés avec la conscience de soi et la formation. Alors, nous voici. Vous savez maintenant plus sur la vraie psychologie des catastrophes que la plupart des survivalistes n'apprendront jamais. Vous savez que la plus grande menace n'est pas le tremblement de terre ou la pandémie ou la panne du réseau. C'est les 15 cm entre vos oreilles. La statue, l'expert, la sirène, la locuste, le juge, le cow-boy, le miroir. Cette fléau attendant de transformer les survivants en victimes. Que faites-vous avec cette connaissance? Vous pourriez la rejeter. Décidez que ces problèmes affectent les autres, pas vous. Glissez en arrière dans la certitude confortable de l'expert ou le blâme pratique du juge. C'est le chemin facile. Aussi le chemin vers une tombe peu profonde. Où vous pourriez faire le travail. Entraînez votre réponse de crise. Pratiquez les décisions sous pression. Construire des relations avec les voisins avant d'en avoir besoin. Apprendre à reconnaître les fléaux en vous-même avant qu'ils ne métastasent dans une vraie urgence. L'effondrement, quelle que soit la forme qu'il prenne, ne va pas se soucier de votre liste d'équipements. Ne va pas être impressionné par votre éducation YouTube. Ne va pas faire une pause pendant que vous rattrapez la réalité. Il va tester votre esprit. Vous allez réussir ou échouer basé sur la préparation que vous avez faite ou n'avez pas faite quand vous en aviez la chance. La communauté des prépères obsède sur l'équipement. Filtre à eau, armes, stockage de nourriture. Tout important. Mais vous pouvez avoir le meilleur équipement sur Terre. Si votre cerveau revient par défaut au gel de la statue, vous mourrez avec un sac d'évacuation complet sur votre dos. Des décennies d'expérience ne signifient rien si elles vous ont donné la fausse confiance de l'expert. Le cerveau humain est l'équipement de survie le plus important que vous possédez. La plupart des gens ne l'entraînent jamais. Il y a un concept en survie appelé l'homme gris. La personne qui se fond, survit en passant inaperçue. Mais il y a un autre type dont personne ne parle. Psychologiquement gris. Ni gelé ni paniqué. Ni trop confiant ni impuissant. Ni propageant la peur ni la fuyant. Juste compétent, adaptatif, résilient. Ce n'est pas un type de personnalité. C'est un ensemble de compétences. Les compétences peuvent être apprises. Les 7 fléaux sont réels, documentés, attendant dans vos voies neuronales, prêts à s'activer quand les hormones de stress frappent. Mais ils ne doivent pas gagner. Vous savez qu'ils sont là maintenant. La conscience est l'anticorps. La prochaine catastrophe arrive. Pas si, quand. Et quand elle arrivera, vous serez l'une de 2 choses, un porteur de fléau ou un survivant. Le choix est le vôtre. Juste ne prenez pas trop de temps pour décider. Parce que quand les sirènes hurlent, quand le sol tremble, quand le monde que vous connaissiez s'effondre autour de vous, vous n'aurez pas le temps de lire des articles ou de regarder des vidéos ou de débattre de philosophie. Vous aurez seulement vous-même. Votre cerveau. Votre préparation. Votre capacité à reconnaître les pièges cognitifs avant qu'ils ne vous tuent. Votre volonté de regarder dans le miroir et de voir non pas le héros que vous imaginez être, mais la personne que vous êtes réellement, avec toutes ses vulnérabilités et tous ses potentiels. Les 7 fléaux attendent. Mais vous aussi, vous attendez. La question est, qui gagnera quand le moment viendra? La réponse commence maintenant. Aujourd'hui. Dans ce moment où vous décidez soit de fermer cette information et de retourner au confort de l'ignorance,
soit de commencer le travail difficile de devenir la personne qui survit. Votre cerveau est votre arme de survie ultime. Il est temps de l'entraîner.